Je vais juste taguer. Coucou tout le monde. Bonsoir, Coucou Mélanie. Je vais essayer d'écrire. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Coucou. Alors, je vais vous laisser arriver, je vais commencer tout doucement. En attendant que les personnes arrivent tranquillement, je vais vous proposer ceux qui sont là, celles qui sont là, si vous voulez, de prendre ce mudra, c'est Garuda Mudra qui permet l'envol. Coucou Armel. Et l'envol est de se canaliser quelques instants, et ça va aussi me permettre moi de pouvoir vous transmettre, j'espère pour ce soir, ce qui sera l'essentiel à mon sens. Voilà, donc je prends quelques instants avec ce mudra pour juste laisser la respiration se poser et laisser vraiment le côté purificateur de ce mudra complètement me laisser encore plus prendre cette place que vous m'offrez en m'écoutant. Voilà. Je vais tout doucement commencer et j'ai envie de vous partager en commençant ce live des mots de Platon, parce que je trouve que ça va vraiment remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors c'est Platon qui parle justement il parle de l'endométriose, donc je vous laisse découvrir et écouter avec moi ces phrases. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être là. Alors, Platon nous dit, chez les femmes, ce qu'on appelle matrice ou utérus est un animal au-dedans d'elle, qui a l'appétit de faire des enfants. Et lorsque, malgré l'âge propice, il reste longtemps sans fruit, alors il s'impatiente et supporte mal cet état. Il erre partout dans le corps, il obstrue le passage du souffle, il interdit la respiration, il jette des angoisses extrêmes et provoque d'autres maladies de toutes sortes. Je ne sais pas si vous avez... je vais relire, parce que je trouve que ça résume tout, c'est la vision de Platon, et ça résume déjà un peu tout ce que l'endométriose est, enfin une bonne partie en tout cas, et ce que je vais vous transmettre, j'espère, en quelques temps. Chez les femmes, ce qu'on appelle matrice ou utérus est un animal au-dedans d'elle qui a l'appétit de faire des enfants, et lorsque, malgré l'âge propice, il reste longtemps sans fruit, il s'impatiente et supporte mal cet état. Il erre partout dans le corps, il obstrue le passage du souffle, il interdit la respiration, il jette en elle des angoisses extrêmes et provoque d'autres maladies de toutes sortes. C'est Platon qui parle de l'endométriose. Voilà, moi je trouve ça assez impressionnant, parce que c'est un petit peu les éléments qu'on va retrouver dans l'endométriose. Le premier justement dont Platon parlait déjà à l'époque, c'était la errance, et cette errance en fait elle est hyper intéressante, parce qu'à la fois les femmes vont se poser la question de savoir mais j'ai souffert toute ma vie, il n'y avait personne pour écouter cette souffrance, il n'y avait personne qui était là avec moi, tout ça, et je me dis en fait cette errance elle a peut-être aussi un message, coucou, elle a peut-être aussi un message à nous faire passer. Et derrière cette errance, moi ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment la notion d'identité. C'est que si finalement une petite fille, une jeune fille qui a 12 ans, on lui dit justement que son endométriose est très vite diagnostiquée. Ah oui, c'est fou Mélanie, je trouve aussi. Si on a 12 ans et qu'on nous dit qu'on a une endométriose, et que tout de suite on rentre dans ce processus en fait
à la fois de médicalisation, de prise en charge assez complexe qui favorise un petit peu la victimisation, je trouve que ça limite un petit peu les chances qu'on peut avoir justement de découvrir, parce que dans le yoga c'est vraiment ça la transformation que va nous proposer un état de mal-être comme ça. Donc quand Platon évoque ce mot errance et que moi je le ramène à l'identité, c'est de se dire mais finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ma pathologie. Et j'ai souvent pour propos, moi, de dire qu'en fait, l'endométriose, c'est la mère des maladies. C'est la mère des maladies parce que notre utérus, la matrice, cette matrice, en fait, elle est source de toutes sortes de transmissions. La matrice va être source de transmission subtile, source de transmission de matière. Quand on a un enfant, c'est une matière, on lui transmet des choses, mais on peut aussi avoir une transmission subtile qui passe à travers cet utérus. Et il y a Nina Canold, j'aime bien son livre, en fait, il est très... C'est pas parce qu'elle s'appelle Nina, mais je l'aime bien. Et en fait, Nina Canold, elle évoque vraiment ça dans comment paye-t-on les fautes de nos ancêtres. Donc on commence déjà à rentrer dans cette histoire de transmission et subtile et de matière, en fait, qui va favoriser l'inconscient collectif familial et l'inconscient collectif général. Et on va retrouver donc derrière ça les mots de Platon. Et donc de partir de ça, de dire c'est la mère des maladies, elle va nous proposer de mais qu'est-ce que je transmets, quand Platon disait mais en fait cette femme elle porte elle a cet animal en elle qui s'il n'est pas nourri, s'il n'a pas d'enfant, en fait il est pas bien, il crée des angoisses. C'est de dire mais en fait finalement qu'est-ce que je souhaite transmettre, est-ce que cette transmission ne se fait pas autrement, quelle est la place de l'épigénétique et du transgénérationnel dans ce que je vis et ce que je ressens. Et ça pousse justement la réflexion jusqu'à ce qui est, c'est quoi la PMA, quand on arrive dans des parcours de fertilité, de PMA, d'aller chercher vraiment cette réflexion de dire mais en fait si j'ai une endométriose, j'ai la mère des maladies, et qu'est-ce qu'il y a dans la transmission qui est de l'ordre du subtil que je n'arrive pas à saisir, à comprendre, puisqu'il n'y a pas qu'une transmission de matière. Merci pour les cœurs. J'essaye d'être synthétique et après de répondre à vos questions. Donc, de ce fait-là, quand on parle de son identité, moi par exemple, mon endométriose a été diagnostiquée à 33 ans. Donc, je parlerai un petit peu des synchronicités, mais c'est quand même hyper intéressant. De 33 ans, alors que depuis mes 12 ans, je morflais, je vomissais. Mon père, en fait, il a fait parcourir plein de médecins, de spécialistes pour que je puisse être soulagée. Et finalement, je me suis retrouvée à avoir une pilule très très jeune, donc j'étais assez jeune quand j'ai eu ma pilule, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai 33 ans, on diagnostique l'endométriose alors que depuis petite on n'avait pas mis de mots dessus. Donc on revient encore dans cette notion de philosophique et de transmission de ce mot, parce que par exemple les Égyptiens, c'est les Égyptiens qui ont commencé à évoquer l'endométriose en parlant de hystéria, et on disait que ces femmes qui étaient malades, elles avaient des crises d'hystérie. Mais quand on rapproche ça à Platon qui dit bah en fait elles deviennent folles tellement elles ont des angoisses, et je vous ai partagé le post de Marilyn Monroe, on peut voir comment c'est des femmes très intelligentes, très sensibles, mais qui du coup ont ce côté qu'on comprend pas, que la société n'arrive pas forcément à recevoir. Donc il y a une errance, moi voilà, de mes 12 ans où ça a été très compliqué, à 33 ans où j'ai eu mon opération en urgence, vous imaginez le temps qui est passé. Mais en fait la question à se poser c'est ok, il y a une grosse errance, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui je puisse dire mais voilà, je suis en rémission et waouh, c'est incroyable. Et donc là la notion d'identité va prendre toute sa place, et la notion de comprendre comment est-ce qu'on transforme les choses aussi va prendre toute sa place. Donc je vais rapidement me situer dans mon histoire. Donc moi je suis une personne qui a été abandonnée par sa mère très très jeune, hein, j'avais 1 an, donc je suis abandonnée, mon père me prend en charge, et rapidement il y a 2 notions qui vont se créer en moi, ça va être la mère de substitution et puis trouver comme ça un petit peu des ressources qui vont pouvoir m'apporter de l'amour puisque je ne l'avais pas. Donc j'ai rapidement une belle-mère qui est une marâtre, dans le sens propre du terme, en mot de Cendrillon, donc je dois nettoyer, je suis souvent tapée, tout ce qu'on peut imaginer, et tout ça dans ce même contexte, j'ai été violée, et en plus par une femme. Donc je sais pas si je vous mets juste ça comme ça je pourrais rentrer dans un détail après. Donc ça c'est mon petit contexte, et puis à 7 ans, je tousse comme une tarée, j'ai envie de vomir, j'ai beaucoup de nausées. Je tousse la nuit à suffoquer, en fait mon père il sait plus quoi faire parce qu'il dit mais elle va mourir pendant son sommeil.
Mais en fait, je ne meurs pas, je continue encore à alterner les thérapeutes, à avoir des plaques partout, c'était assez compliqué. Mais je continue quand même à évoluer comme ça, je commence à avoir des envies de mort, mais tellement profondes, parce que je souffre profondément, et j'ai envie de mourir, je rêve de mort, je dessine la mort, je suis à fond dedans. Et il faut savoir que mon nom, en fait, c'est Guéno, mais mon vrai nom, c'est Nkak Akibon Nina. Et mon père disait, mais tu as le nom de ta grand-mère. Ma grand-mère, en fait, c'est Nkak son nom, et le nom de mon père, c'est Kibon. Et Nkak, ça signifie, en fait, c'est une prairie où il y a plein de plantes médicinales qui soignent. Et Kibon, c'est un soleil couchant qui vient apaisant, qui vient se coucher comme ça dessus pour soigner ce soleil-là. Cette prairie-là, créer vraiment des plantes qui vont vraiment soigner. Et puis voilà, Nina, vous savez, vous trouverez sur Internet, c'est la douceur, c'est tout ce que vous voulez, la grâce, enfin, j'en sais rien. Merci pour les cœurs. Et donc, j'ai cette identité-là, j'ai envie de mourir, et puis à 27 ans, je rencontre un premier guérisseur traditionnel, parce qu'en fait, c'est trop de... Mon père... On y va pour ma sœur qui n'est pas bien, et lui, en fait, il me prend les poux chinois, et il me demande de rester là. Il me dit, tu vas rester là. En fait, il dit à mon père, tout le monde va bien, c'est elle que je dois soigner. Et je suis restée là, on a chanté plein de chants, on a fait beaucoup de respiration, j'ai bu beaucoup de tisane, j'ai vomi, je suis sortie de là, et je me sentais en fait mieux, et j'ai dit, ok, je vais continuer Merci. Je vais continuer à croire que je ne vais pas mourir, et à passer au-delà de ça, je crois. Et donc, je continue dans cette notion d'identité, parce que c'est très important. Et quand Boris Cyrulnik en parle dans ses livres, dans ses conférences, Sauve-toi, l'identité est importante. Et donc, me voilà qui me dit, ok, j'ai envie de soigner, et je veux soigner dans une caravane, et je voudrais avoir un petit garçon, et je voudrais qu'il soit métis. Et je veux que le papa me laisse tranquille. Ça voilà, j'ai 7 ans, 9 ans quand je fixe ça dans ma tête. Et finalement, de fil en aiguille, je me retrouve à faire des études. Il y a plein de choses qui se passent derrière, mais je rencontre aussi dans la souffrance que j'ai, parce que je suis tabassée, je suis malmenée, je commence à beaucoup aller à l'église, parce que c'est le seul endroit où je trouve du silence. Donc je commence à 14 ans à être... mais je détestais Dieu, ça je détestais la notion de Dieu qui laisse souffrir des personnes, des pays, tout ça, je le trouvais un peu exécrable. Donc je vais à l'église parce que c'est calme, il y a vraiment cette paix qui est là, et un prêtre chaque fois me dit, mais c'est génial que tu viennes, mon enfant. Je dis, bah non, je n'aime pas Dieu. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah je viens chercher la paix, le silence, la paix que le silence procure. Il me dit, mais c'est déjà ça, c'est la foi, c'est suffisant. Donc je continue mon chemin comme ça, avec beaucoup de méditation dans ma spiritualité, et je fais le concours de médecine ici en France, parce que j'ai vécu en France et au Cameroun, beaucoup plus en France. Mon père a travaillé aussi ici, et donc je fais mon concours de médecine. Première année, je suis classée, mais pas terrible, et puis je refais la deuxième année, je fais ma première poussée lupus, on ne sait pas trop ce que j'ai. En juin, j'ai 40 de fièvre, on ne sait pas trop, mais bon, j'ai quand même dentiste et sage-femme, et je choisis de prendre sage-femme. Je prends sage-femme, on me propose de tripler parce que j'étais arrivée avec une fièvre pas possible, on me dit, mais tu peux tripler, et j'ai dit, non, mon père il pourra pas, tout ça. Donc je choisis sage-femme, mais en fait c'est là que la souffrance entre guillemets commence, parce que sage-femme, en fait on est là avec des couples qui s'aiment, qui attendent leur bébé, et moi je me dis, mais en fait est-ce qu'on m'a attendu? Est-ce que j'avais une place? Est-ce que ma mère qui m'a abandonnée m'a attendue? Donc je commence à beaucoup pleurer, je sortais de garde, je pleurais énormément, c'était... J'ai même doublé ma première année de sage-femme, tellement j'étais en souffrance, pas parce que je ne pouvais pas faire les cours, mais parce que c'était compliqué pour moi. Donc c'est tout, je redouble ma première année de sage-femme, j'hésite à partir dans une école d'ingénieur parce que j'ai les capacités, que j'avais des super bonnes notes, mais je reste quand même là. Et je me dis, bon, sage-femme, j'ai envie de soigner, je peux devenir après, je peux faire de la recherche, je peux briefer, je peux devenir ostéo, donc on a plein de possibilités en tant que sage-femme. Donc je reste sage-femme, je poursuis mon petit délire comme ça, et je travaille beaucoup sur moi, sur la notion de famille, de dire, mais voilà, qu'est-ce que c'est pour moi la famille? J'ai fait un post justement sur le clanisme, et c'est là, dans ça, que je me suis retrouvée au fil des années qui ont suivi. Et puis voilà, je suis sage-femme, et dans ce doux bonheur, je fais une première poussée de lupus endo, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je vais à l'hôpital en 2007, grosse douleur, le ventre énorme, température, on me dit bah non, il y a peut-être ça, peut-être que c'est un hélicobactère, donc je rentre, on ne pose toujours pas le diagnostic d'endométriose, et moi je commence à accompagner rapidement des femmes
sans même identifier que j'ai la pathologie, mais parce que ça me passionne. Et là, je regarde vos commentaires en même temps pour ne pas vous perdre. Je suis toujours dans l'identité, c'est important parce que ça, c'est vraiment la base des soins que je donne. Et donc, je finis par me dire, ok, on ne sait pas trop ce que j'ai, je continue, je suis diplômée comme sage-femme. Et je ne travaille pas tout de suite comme sage-femme. Je me retrouve en fait à travailler comme infirmière. Donc j'ai travaillé en réa, vous imaginez, avec des personnes gravataires. Après je suis allée en soins, en hospitalisation pour des personnes, des seniors en fait, qui s'étaient cassé la hanche. Je suis en neuro, donc j'ai accompagné la fin de vie. Et après je suis allée aux soins intensifs néonatales, où j'ai accompagné des tout petits bébés avec des pathologies et tout ça. Je suis diplômée sage-femme, hein, donc je fais tout ça. Et je commence aux sages-femmes, on me met en grossesse pathologique en me disant, écoute, il n'y a pas de place, on va te mettre là, c'est compliqué, c'est un niveau 3, mais tu seras accompagnée avec des personnes, des sages-femmes qui sont bien, tout ça. Et je tombe sur Béatrice, qui est une sage-femme, ce qui est énorme quand même. Je parlais de cette notion d'identité qui est en lien avec la synchronicité. C'est que Béatrice, en fait, elle a un lupus systémique. Et moi, pour l'instant, on ne sait toujours pas que j'ai un lupus, hein, jusque-là. Et on commence à travailler ensemble en grossesse pathologique. Et j'ai adoré parce qu'elle parlait, elle disait toujours, est-ce que tu la sens? Et en fait, on allait voir des dames, on se disait, ah, je la sens pas. Elle, je sens que je vais lui mettre ça. Elle, je sens que c'est comme ça. Et on bossait, on travaillait vraiment comme ça. Mais on a beaucoup de protocoles en grossesse pathologique, hein. Et déjà en grossesse pathologique, j'avais des femmes avec des parcours d'endométriose, de fertilité. Donc j'ai déjà commencé là à intégrer toutes mes notions, mes compréhensions de méditation, toujours sans que moi ce soit identifié, sans qu'on dise que j'ai la maladie. Et puis là, toujours dans ce délire, bah, hop, j'accouche des doigts, grossesse compliquée, enfin pas grossesse compliquée, déjà pour être enceinte ça a été compliqué, et toujours pas, on n'identifie toujours pas, hein, j'ai des ovaires polykystiques, tout ça, tout ce qu'on veut, et j'avais déjà beaucoup adapté mon alimentation, en étant petite, je mangeais plus de sucre parce que je sentais que ça m'allait pas, j'étais trop énervée après, j'avais déjà mis plein de choses en place et même en finissant mes études de sage-femme, voilà, l'alimentation était déjà dedans, donc il n'y a plus trop grande chose à faire, donc on se rend compte que bon, il faut peut-être fouiller ailleurs, mais pour l'instant je ne le sais pas. Et donc me voilà tranquillement qui est enceinte, après la galère, donc grosse menace d'accouchement prématuré, je reste alitée. Moi qui faisais plein de choses avec les associations, mais dans tous les sens, je suis alitée, je ne peux plus bouger. Et je commence à donc méditer sur cet enfant que j'attends, et mon ex-mari, qui est un ami maintenant, ne voulait pas savoir le sexe, et moi j'ai dit, il faut que je le sache, il faut que je sache qu'est-ce que j'attends à l'intérieur de moi. Et donc c'était un petit garçon, donc ce qui est tombé un petit peu par rapport à ce que je voulais à mes 7 ans. Donc un petit garçon, donc très bien, et j'accouche, finalement ça se passe très bien, et je me rends compte du chemin pendant le temps où je suis alitée, parce que ma belle-mère elle m'appelle, elle commence à me raconter comment elle a voulu avorter de son enfant, comment elle a fait un HRP, c'est un gros saignement, on a cru qu'elle avait perdu, et comment son fils en fait est resté en elle. Et je me dis waouh, enfin... Je me dis, ce petit garçon dans mon ventre, il a déjà quelque chose d'assez fort. Et mon ex-mari n'a pas grandi avec son père. Et moi, j'ai pas grandi avec ma mère. Donc tout ça, je suis déjà en train de vous emmener dans le transgénérationnel. C'est assez fort. J'espère que vous suivez. Et toujours dans cette notion d'identité, je me suis posé la question de quelle mère j'allais pouvoir être. Et avec toutes les femmes que j'avais déjà accompagnées, notamment en grossesse pathologique, en hospitalisation à domicile, et de trouver un petit peu ma place en fait dans tout ça, dans la place de l'endocrinologie, de la psychologie, de la psyché, du mental, du spirituel et des émotions. Donc tout se déroule très bien après, mais 2 ans après la naissance de Kirikou, j'ai une grosse plaque là sur la tête. Je vais voir la dermato, je perds du poids, j'avais mis un stérilet au cuir mais je saignais comme une tarée, j'ai mis un Mirena, c'est un autre stérilet qui décharge très peu d'hormones parce que je n'en voulais plus, mais je continuais à saigner, puis je commençais à perdre du poids, cette grosse zone d'alopécie, et puis là on me fait une biopsie au niveau de la tête, tout ça, la dermato me dit mais t'inquiète pas, c'est peut-être un cancer, mais si c'est ça on va vite agir, et si c'est pas un cancer, peut-être que c'est un lichen, peut-être que c'est un lupus, mais si c'est un lupus discoïde, ça va, c'est pas très grave, il n'y en a que 30% qui deviennent systémiques. Mais finalement en fait mon lupus était bien systémique, donc je l'ai dans le sang, c'est des auto-anticorps qu'on fabrique contre son corps.
Donc cette notion d'anticorps qu'on fabrique contre son corps revient encore dans l'identité. Je reviens encore dans cette notion d'identité. L'identité s'inscrit aussi dans nos symptômes. Et nos symptômes, on les a depuis qu'on est souvent petit. On dit souvent ah t'étais toujours comme ça, tu faisais toujours comme ça, t'étais toujours lent, t'étais toujours... C'est déjà nos symptômes et ça s'inscrit dans notre identité. Et souvent quand on veut quitter notre identité, on oublie en fait de transformer, de ressentir ce qu'ils avaient à nous donner comme message pour transformer cette compréhension. Et donc moi j'ai cette plaque là et en fait on remonte dans mon histoire comme ça, on se rend compte qu'effectivement j'avais déjà des plaques de stress, des fois tout ça. Et qu'en fait ce lupus, encore une notion d'épigénétique, était déjà là et que j'ai une tante en fait lointaine, une sœur de mon père, pas lointaine, qui avait déjà cette pathologie, qui avait déjà un lupus systémique mais qu'on n'avait pas identifié à l'époque puisque voilà ils n'ont pas cherché pousser les analyses. Donc je fais cette poussée de lupus et donc on le diagnostique, on me dit que c'est pas grave mais très vite puisque je fais du sport, j'ai déjà une vie assez... Le médecin en médecine interne me dit mais non ça va aller, en fait mon bilan revient et même pas 3 mois après je fais une poussée fulgurante, je suis hospitalisée, un truc de taré, je ne peux plus bouger. Donc pendant 1 an je me levais 2 fois par jour, j'arrivais même pas à manger et là c'était, je suis bien descendue. Donc j'ai fait la menace d'accouchement prématuré, j'ai été alitée chez moi, je ne pouvais pas bouger, donc premier confinement, ou même le deuxième parce que j'en ai eu dans ma vie de petite fille. Et le deuxième arrive avec le lupus, donc je ne peux plus bouger, je ne peux plus faire aucune activité, je ne peux rester que dans le noir, que dans le noir. Et là je commence à avoir beaucoup de colère. Donc on est toujours dans l'identité, donc la colère en fait elle a vraiment aussi un rôle très intéressant parce qu'elle nous permet de trouver ce à quoi on s'identifie. Et donc là je commence à être en colère envers le yoga parce que je me suis mise au yoga je courais beaucoup et j'avais des courbatures derrière, donc je me suis dit bon le yoga ça va m'aider à bien faire mes étirements. J'ai de la colère contre le yoga et pendant mes colères couchées dans le noir comme ça, je dis mais attends on faisait la posture de l'arbre, on était comme ça, après ils nous faisaient faire ça. Et en fait tout commence à se transformer. Je finis les séances de yoga de mes colères, 10 minutes la première fois, je me dis mais c'est bizarre, j'ai envie de manger ça. Et je commence à mélanger des écorces, des trucs mais je faisais des mélanges bizarres, j'achetais de la canne à sucre que je trouvais, enfin des écorces de citron, de pamplemousse, du persil, vraiment des drôles de mélanges. Et avec du recul aujourd'hui, je sais que c'était une alimentation anti-inflammatoire, mais qui venait de moi. Donc c'est pour ça aussi que quand on utilise la visualisation, c'est important d'aller dans des visualisations qui nous correspondent, notamment si on est quelqu'un qui a une maladie chronique et une hypersensibilité poussée. Et donc ça, c'est quelque chose que je travaille avec les personnes aussi dans les accompagnements. Il s'agit pas je dis pas que de visualiser la plage, le sable chaud et tout ça, ça ne marche pas. Mais c'est bien qu'il y a une colère. Et c'est de cette colère-là que je vais aller travailler la visualisation. Et comme moi, je ne pouvais plus marcher, j'étais en train de vous dire que je marchais, je faisais beaucoup de choses, je courais. En fait, mes visualisations se sont tournées vers ce qui me manquait. On pourrait se dire, mais c'est un peu sadique son histoire, mais non, parce que j'ai réveillé les aires moteurs que je voulais stimuler. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est prouvé en neurosciences. Et en fait, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est une blague ce qui se passe, ces trucs bizarres que je mélange, mais j'ai continué. Et ça a commencé à devenir quelque chose d'assez intéressant pour moi. Et donc, j'ai commencé à aller vers ce qui me manquait le plus. Donc, je suis alitée, je suis allée m'abonner sur Facebook à des pages de voyages. J'adore les voyages, je ne pouvais plus en faire, j'étais bloquée. Et donc, je regardais les voyages des autres, je pleurais tout ce que je pouvais, forcément. Et après, j'allais faire des visualisations à 2 balles. Mais incroyable le changement que ça a procuré en moi, parce que du coup, ça m'a permis de créer autre chose qui est très importante. J'avais noté dans les pathologies, c'est de ne pas s'identifier à ceux qui viennent nous rendre visite ou nous voir. Donc, je me suis dit, stop, je savais quand j'étais petite qu'il fallait, c'est quelque chose que j'avais expérimenté, qu'il fallait que j'apprenne à demander de l'aide. Je n'avais pas grandi avec ma mère et il était important pour moi que je sache comment demander de l'aide aux adultes qui m'entouraient pour recevoir de l'amour. Donc là, le lupus, quand il est arrivé, j'ai dit je peux plus marcher, j'ai un petit garçon à gérer, bah tu reviens dans tes trucs. Donc j'ai pris tous mes copains, mes amis qui voulaient passer, je leur disais non, tu passes pas, et j'avais leurs horaires de travail, leur lieu de travail, et qui pouvait passer quand, sans que je le dérange pour aller chercher voilà, un truc à manger, un repas pour moi, ou récupérer Kirikou. Donc j'ai orchestré tout ça, mais un truc de dingue. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie des accompagnements que je fais aujourd'hui parce que je l'ai vécu et que c'est revenu de mon histoire. Donc quand je vous parle d'identité, c'est ça qui est important. Donc j'essaie de ne pas m'éparpiller, tac, tac, tac.
Donc voilà, donc je fais cette poussée de lupus, elle passe, et au moment où tout commence à se goupiller, que je me dis, bah, tiens, je vais pouvoir aller retourner au travail, parce que c'était assez costaud. En fait, au moment où je me dis, je vais retourner au travail, la sécurité sociale me convoque, et en fait, elle me classe en invalidité. Donc, elle me classe en invalidité et elle me dit vous êtes en invalidité parce que c'est grave ce que vous avez comme pathologie, c'est une chance. Donc, moi je me dis ok. Et puis, ils me disent la pension d'invalidité va être calculée en fonction des années où vous avez travaillé. Et là, en fait, la petite Nina qui, pendant toutes ses études, a travaillé pour faire des trucs dans les assos, tout ça, et ben en fait, je perds 500 € de pension d'invalidité parce que j'ai travaillé pendant mes études de sage-femme. Donc là, je me reprends un poignard, peut-être à l'arrière, j'en sais rien. Donc je suis un peu à la fois triste que je me dis, mais en fait, finalement, je vais retravailler peut-être un jour et cette pension, elle me servira à pin-up. Mais bon, c'est tout, je prends. Mais ce qui devient compliqué, c'est que je suis à la fois invalide et on divorce avec mon papa des Noirs. Et pendant le divorce, comme j'avais beaucoup travaillé sur l'abandon, je lui dis en plus, je lui dis, est-ce que tu vas m'abandonner? Il me dit non, je t'abandonnerai jamais. Je lui demande de l'écrire, il me l'écrit, donc j'ai tout. Et donc je me sens soulagée en me disant, ben voilà, il ne m'abandonne pas, la peur de l'abandon que je vais vivre derrière le divorce ne sera pas là, puisque j'ai posé des mots dessus et que j'avais déjà travaillé sur mon histoire. Je reviendrai derrière ça pour vous évoquer un petit peu dans les accompagnants pourquoi je parle des manques. Donc c'était un de mes manques profonds, donc une de mes douleurs profondes. Et donc, de ça, je me dis, ok, c'est bien, on divorce, la maison est vendue, mais en 3 jours. Et je me dis, bah cool, j'ai un petit peu d'apport, je vais trouver un logement, ça va être bien. Il habite pas loin. Et là, en fait, je me prends une claque. Plus de 25 refus de logement. Mais c'est pas une blague. Parce que je suis noire, parce que je suis en arrêt maladie. En plus, l'invalidité venait de tomber. Et j'ai un enfant. La galère, quoi. Donc tout ça dans les fiches de paie, et j'avais beau dire, mais je peux vous payer un mois de loyer cash, quoi, enfin, et rien. Et je disais, mais vous avez déjà vu un ex-mari qui se porte garant d'une caution? Vous avez déjà vu ça? Enfin, bref, ça c'était un autre sujet, mais tout ça pour vous dire que du coup, je retombe sur une autre de mes douleurs profondes qui était le rejet. Je vous avais dit que j'ai pas grandi avec ma mère, et donc là de me dire, mais en fait, le rejet, enfin, je n'avais pas bien travaillé en fait dans mes manques profonds. En fait, j'ai été rejetée un petit peu par ma mère, j'ai été un peu rejetée par cette nouvelle famille que j'ai eue avec ma marâtre. Et donc là, je souffre énormément. Donc je fais une poussée en fait de lupus mais carabinée. Et pas parce que je ne mange pas anti-inflammatoire, pas parce que je fais pas attention aux perturbateurs endocriniens. Donc je reviens encore dans cette notion qui est très importante. Quand on a de l'endométriose, on a toujours tendance à se dire on va contrôler son alimentation parce que c'est facile à faire. Et les filles qui ont l'endométriose, on a des profils comme ça, on aime contrôler. J'étais la première, j'aimais contrôler tout, je voulais pas léguer, je voulais tout gérer. Et donc on rentre facilement avec l'orthodoxie quand on commence à être dans ce contrôle alimentaire. Et moi je mangeais déjà bien, j'étais déjà mais en fait ça n'a pas changé les choses. J'ai fait une poussée lupus sur une douleur émotionnelle liée à mon manque profond, la famille. Donc poussée, et du coup poussée de lupus, poussée d'endométriose, mais on ne savait pas que c'est une endométriose, donc je me retrouve hospitalisée en urgence. Et oui, le contrôler, ça rassure. Et en plus, on a l'impression qu'on rassure ceux qui sont autour de nous et qu'on parle de notre maladie et qu'on peut nous écouter, nous donner une place. Donc je reviens sur cette notion de rejet encore. C'est exactement ça. Et donc c'est tout, je pleure, je refais cette poussée d'endométriose, et en plus je la sens venir, parce que je vais encore à mes cours de yoga, et tous mes profs de yoga, j'avais 2 profs de yoga, donc 2 Philippe, et un des Philippe qui me dit, mais c'est pas possible, tu es tout le temps penché, du côté droit, ça va pas, mets bien tes jambes, t'es penché à droite, les deux. Et je leur dis, mais je fais pas exprès. Mais en fait, il y avait une masse de plus de 10 cm qui s'était localisée là. Et donc là, je sens mon hospitalisation arriver. Je dis à mon compagnon, bah écoute, à 14 h, j'espère que tu ne travailles pas cet après-midi, je ne sais pas pourquoi je serai hospitalisée. Il me dit, mais n'importe quoi, tu dois aller à la médecine du travail ce matin, c'est peut-être parce que tu as peur de l'organisation de ton travail. Je dis, bah non, pas du tout, mais il y a un truc. Et j'arrive à la médecine du travail, effectivement, j'ai 42 fièvres, j'ai plus de 106 de pulsation, enfin compliqué. Et elle me fait quand même une prise de sang.
Elle voulait pas, elle l'a fait, je rentre chez moi. Et en fait, à 14h, je me lève tranquillement, il devait être 13h30. Et en fait, je suis sciée. En fait, c'est vraiment quand Platon, sa phrase qui dit ça, ça me coupe. Je suis sciée de là, je peux plus bouger. Bam, ici. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais eu mes règles qui étaient passées. Donc, je peux plus bouger. Mon téléphone sonne. Et puis, je décroche. C'est la mission du travail. Il faut tout de suite que vous allez aux urgences. Votre bilan est catastrophique. Et là, je dis à Guillaume, j'espère que tu n'es pas loin parce que il faut vraiment qu'on parte tout de suite. Et c'est lui qui me dit, mais c'est fou, il est 13h50. J'arrive. Donc il débarque, on trouve aux urgences, on ne sait pas trop ce que j'ai, là on fouille, c'est peut-être un cancer, on va vous mettre sur 5 antibiotiques parce qu'il y a un gros truc, et moi je refuse. Et là tout le cheminement commence et je me retrouve quand je parle souvent des cercles de femmes en mouvement, je me retrouve avec 5 femmes qui commencent à prendre soin de moi, mais avec tout leur être. Et je commence à leur hurler de m'arracher ce putain d'utérus là maintenant quoi, que j'en peux plus, j'ai juste envie qu'on me l'arrache. Et parce qu'on ne savait pas ce que c'était, je disais j'ai mal, il faut m'arracher l'utérus. Elles me disent bah non, attends, c'est bon, on va voir, on va t'opérer. Et c'est là qu'on m'opère en fait, parce que la diastasie s'était ouverte et ils opèrent, on ne sait pas ce qu'on va voir, parce que là on ne sait pas trop ce qui se passe, on va juste opérer. Et en fait ils opèrent, ils n'ont rien pu faire, ils referment tout. En fait la masse qui était là éclate, tout le liquide chocolaté de l'endométriose s'éparpille dans tout mon petit bassin. Donc on sait bien que quand on opère les femmes qui ont l'endométriose, on fait super attention à ce liquide parce qu'en fait c'est lui qui va aller faire des petits bébés de nodules qui vont aller se planter un peu partout, qui peuvent aller jusque dans le foie, dans le rein. Et je vous disais que moi j'ai un lupus systémique, et dans mon lupus systémique il y a l'anticorps SM, et c'est un anticorps en fait qui va beaucoup toucher le rein. Et les endométrioses, quand elles sont poussées, vont aller attaquer aussi. On va retrouver des femmes qui sont en dialyse. Et quand on remonte dans leur histoire, notamment aux États-Unis, ils les font, en fait, on se rend compte qu'elles avaient déjà un phénomène inflammatoire répétitif avec l'endométriose. Donc bref, donc on referme, et puis là on me dit, bon, bah, on va te... Je revois encore la gynéco dessus de ma tête qui me dit, mais il y en a partout. Et moi je me disais, bah c'est un cancer. Elle me dit ça avec sa tête et il y en a partout. On n'a rien pu faire. Et je me dis mince, oh, bah, j'ai un cancer. Elle me dit, tu as l'endométriose profonde. Et là je fais, bordel. Donc, je suis toujours couchée. Et pendant toute l'hospitalisation, quand je parle vraiment de cette notion d'espace, d'aller travailler sur ses identités, durant toute l'hospitalisation, tout mon ressenti avait été décuplé. Je pouvais dire aux infirmières, il y a ça qui va arriver. Elles rigolaient au début, mais en fait, ça arrivait une demi-heure après. Et donc, elles ont commencé à me dire, mais c'est bizarre, mais comment est-ce que tu sens les... Je leur disais, même l'hospitalisation, je l'ai senti arriver, je savais la date, je savais l'horaire, et tout s'était goupillé vraiment comme ça. Et pendant l'hospitalisation, j'ai eu 2 moments forts où j'ai vraiment failli partir, clairement. Là, j'ai été transfusée et tout. Et je les ai sentis. Et quand je vois encore juste avant la transfusion, quand je dis à mon ex-mari et à mon compagnon actuel, parce qu'ils venaient souvent me voir tous les deux, et c'était hyper touchant, je leur dis, je me sens partir. Et qu'ils me disent mince, et Kirikou n'était pas au courant. Donc, il annonce du coup à Kirikou, maman est hospitalisée, enfin tout un... Et moi, pendant le lendemain, les infirmières me disent, mais tu sors aujourd'hui, tu sors demain, Nina. Je leur dis, je ne sors pas. Vous me repassez tout par les veines, je ne prends plus rien par la bouche, je ne sors pas. Et c'était assez touchant parce qu'elles se sont exécutées. En fait, le séjour avait été tellement avec des trucs mais incroyables. J'avais beaucoup discuté aussi avec eux, avec la notion, j'en parlerai un peu plus sur un post, la notion du douloureux chronique en phase aiguë et de la personne douloureuse aiguë. Et en fait, ils voulaient me soigner comme une douloureuse aiguë avec des protocoles de kétamine mais complètement... et je leur disais, mais non, ça va pas. Et les anesthésistes, quand ils me testaient la morphine et puis ça passait pas, et puis ils ont mis juste l'accupant, et puis à un moment je leur dis mais ça va pas là, je me sens pas, et puis ils mettent l'accupant et je dis là c'est bon, ça marche. Ils me disent bah c'est pas possible, et en fait en même pas 2-3 minutes les constances diminuaient, et ça a été mais pendant tout le séjour, mais à rediscuter avec eux sur ça, de jouer sur le ressenti de justement la femme par exemple qui a une endométriose et qui a déjà vécu ce processus de douleur chronique, où on sait justement que le système neuronal central a été perturbé par les informations qui enclenchent le processus de réponse à la douleur. Donc je leur dis ça, elles s'exécutent. Le médecin le lendemain me dit mais pourquoi vous avez demandé qu'on vous passe tout par les veines? Je dis je ne sais pas. Et en fait c'est là que tout le tralala se met en place.
on me passe en scanner, je suis transfusée mais dans la foulée, et puis je flippe aussi en me disant mais je vais mourir, et puis l'envie de mourir revient en fait, hein. Je me disais ça de mon enfance, et là je me dis j'ai envie de partir, je veux plus, et je sens que je vois encore mon ex-mari qui arrive, qui devait partir en voyage, mais qui vient quand même me voir, et je transpirais, j'étais en lutte, il s'assoit en bas, il me tient fort comme ça pour pas que je parte, hein, et je transpirais, j'étais en lutte, et mon père avait appelé mes demi-sœurs en disant il faut qu'on prie pour elle. En fait, toute la nuit, en fait, il y avait tellement de choses qui s'étaient passées, j'ai su le lendemain, pour m'aider à rester là. Je parle encore de ces synchronicités-là parce que c'est hyper important. Donc, dans l'identité, quand j'ai appelé la page, en fait, j'avais mis au début Yoga et douleur chronique, j'avais pas d'Instagram ni de site internet, mais je me suis retrouvée à le faire parce que quand j'ai organisé le festival de yoga adapté à Lille, et que je démarchais parce que c'était un truc de taré ça aussi, je commence à démarcher les gens, je vais faire ce festival pour montrer ce que le yoga peut créer en espace chez quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien, qui est anorexique, qui est boulimique, enfin Beaucoup de gens me disent mais il faut créer un compte Insta, il faut créer une page Facebook, il faut créer parce qu'on ne sait pas qui tu es, si tu es la présidente qui représente, il faut à tout prix que tu sois la présidente et qu'on te voit comme machin. Et là je me dis mais moi président, mais je peux pas, enfin on revient encore dans l'identité, c'est pas ma place parce que j'ai jamais eu de place petite, et cette notion de famille. Et donc j'ai cherché partout. Et en fait, je me suis dit, mais mince, mais c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de dire, mais on a des douleurs qui sont là. Et le yoga, on dit yoga schema, c'est le yoga qui vient nous aider à créer une chaleur qui va transformer, qui va dilater, qui va ouvrir, et pas serrer. Et la dilatation, on la retrouve dans mon métier de sage-femme. Et au début, quand j'ai pas voulu prendre ce métier de sage-femme, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis sage-femme? Et que je voyais certaines collègues toutes pimpantes dans leur rôle de sage-femme, tout appliquées dans leur cadre de sage-femme libérale ou dans leur cadre de sage-femme hospitalière qui fait des accouchements, qui fait ci, qui fait ça. Mais je me disais, mais je vais me faire chier, quoi, au bout de 7 ans. Et je sais qu'il y a des copines sage-femme qui sont là. Et je leur disais quand j'étais diplômée, moi je ferais sage-femme 7 ans. Et après j'arrête, c'est pas mon truc. Parce que ça reste comme ça, fermé, je peux pas... Et donc ça a changé parce que j'ai rencontré Béatrice qui avait cette vision du est-ce que tu sens, est-ce que tu la sens, qui avait un lupus. Donc quand mon lupus s'est diagnostiqué, Béatrice, elle m'a très vite aussi réaidée, elle faisait déjà beaucoup d'acupuncture, donc j'ai plongé encore vers ça, vers toutes ces thérapies alternatives que j'ai aujourd'hui, et la thérapie du toucher, de la présence. Et puis après, mon lupus m'a appris à être dans la présence. Ça m'a vraiment appris à me dire, tu dois être présent. Donc quand je fais les soins, je suis là. Et ça se négocie pas, je dois rester là. Je pose une aiguille, je suis à côté. Et pas en train de chercher un autre dossier, je suis là. Et du coup, ça m'a appris ça. Et je parle encore de synchronicité, d'identité. Donc Béatrice, elle est morte le 30 septembre. Je suis née le 29 septembre, elle est morte cette année le 30 septembre. Synchronicité, identité, donc elle meurt, et c'est quelqu'un c'est une sage-femme qui m'a insufflé plein de choses, et je suis aujourd'hui cette sage-femme que je suis parce que je suis ouverte à tellement de choses, je pratique tellement de choses, mais c'est incarné en moi, et dans cette notion d'identité, quand on perd, il y a des deuils à faire, donc j'ai fait plusieurs deuils, et là c'était le deuil de me dire, mais elle est partie avec ce souffle, et moi j'ai quelque chose à transmettre et à donner, elle est partie le lendemain de mon anniversaire, mais plus jamais je vais me sentir pas à ma place. Parce que là, vous parlez aujourd'hui, ça paraît tellement simple de m'écouter, mais c'est juste pas possible. Autant parler de mes conneries, les faire avec les femmes que j'accompagne, mais ça, j'adore. Enfin, ça fait des années que je fais ça. Mais offrir sa compréhension aux autres, c'est très compliqué parce qu'on est dans une société qui, et quand je parlais de Marilyn Monroe, nous pousse à une identification qu'on ne veut pas, ou alors elle nous pousse à nous débarrasser de nos identifications. Alors moi je dis non, stop. La personne qui a donné un nom à l'endométriose, c'était en 1921, c'était un homme. Quand les femmes me disent oh les hommes, là, les accouchements, non, stop. Et j'ai eu cette chance énorme, c'est que je donnais mes cours au centre antidouleur pour le projet de recherche, et en même temps j'accompagnais les femmes enceintes. Et en fait, en faisant ces deux parallèles, et moi-même j'avais mon lupus, donc vous voyez, je vous parle des transitions dans l'identité. Je me suis retrouvée
à faire des cours de yoga, je ne savais plus qui j'étais parce que j'étais en congé grave maladie. Je faisais ces cours pour avoir un souffle parce que ma prof de yoga m'avait poussée vers ça. Elle avait carrément créé le cours de yoga, je la remercie, le yoga prénatal. Et j'étais là à me dire, mais je suis quoi? Je suis prof de yoga ou je suis sage-femme? Et très drôle, la première élève que j'ai eue dans mes cours de yoga validée au grand jour où j'étais payée, c'était une sage-femme. Elle était toute seule. Mais je vous dis pas comment j'ai pleuré quand je suis rentrée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fiche là? Pourquoi elle vient à mon cours? Elle est sage-femme et moi je suis perdue. Je sais pas si je suis sage-femme ou prof de yoga. Et toujours dans la notion d'identité, quand la maladie est arrivée, je me suis dit, mais je ne suis plus Nkak Akibon, je ne suis plus Guéno, puisque je divorçais et que j'étais malade. Mais je suis quoi? Je suis Nina Lupus, mais qui suis-je en fait? Et quand souvent les femmes qui viennent pour que je les accompagne me parlent de reconversion, et en voulant laisser de côté tout ce qu'elles ont, je dis mais non, enfin, c'est de là en fait la matrice. Quand je vous parlais de cette citation de Platon, c'est ce qui nous incarne, c'est notre transmission. Pourquoi couper ça? Pourquoi couper, j'en sais rien, j'ai été vendeuse de chaussettes, et c'est tout, je veux plus du tout être vendeuse de chaussettes. Je suis d'accord de quitter l'identité fictive, sociétale, mais tout le travail que je fais du coup avec elle, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui m'a emmené là et qu'est-ce que ça a créé comme manque pour que je parte? Et là, en fait, on trouve la base du socle, la matrice, quand je vous parlais de l'utérus, qui est la mère des mères, la mère des maladies. On se retrouve dans cette notion d'identité qui est super, ultra forte, quoi. Donc, yoga et douleurs chroniques est donc arrivé dans ça, avec tout ce cheminement de dire, j'ai exploré les douleurs et je me suis dit, tu as accompagné les femmes malades, les femmes enceintes. Tu as vu un peu ce qui se passait, tu as compris, et j'ai compris, je vous assure, mais ça, je trouve ça puissant, et j'étais trop contente à Angers, s'il y en a qui m'écoutent là, quand je suis allée à Angers là, en octobre, leur présenter, faire mes cours, mes conférences et tout, et que je leur ai dit, je venais ici en me disant, je vais vous offrir une attente, mais je vais vous parler de ce que j'ai compris. Et quand je leur ai expliqué qu'en fait, j'ai compris en étant sage-femme, le processus que la grossesse proposait à la femme était le même processus que celui de la maladie, pas que maladie diagnostiquée, burn-out, ce que vous voulez, c'est le même processus. En fait, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer des femmes en prénatal que j'ai accompagnées depuis leurs 2 mois de grossesse, de les avoir aussi 2-3 ans après avec des maladies qui se déclarent. Et c'était génial parce que je les avais vues avant, je les avais vues pendant leur processus de grossesse, et que dans mes cours, celles qui font le cours prénatal avec moi, je leur fais un gros cœur. En fait, on bosse beaucoup sur les émotions, mais énormément. En fait, elles pleurent souvent. Et chaque fois, je me disais, j'aurais plus personne dans mon cours, mais elles sont toujours là. Et quand je chope ce truc-là avec elles, cette racine de la matrice, et qu'en fait, elles comprennent ça, mais moi, je me dis, mais quand elles vont être malades, cette compréhension de leur douleur avec un grand D et un grand S, mais c'est un gain énorme. Et donc quand j'étais à Angers et que ils étaient une centaine de profs de yoga, quand je leur ai expliqué ça, je me disais, ils vont me démonter, ils vont me dire, mais raconte. Quand j'ai pris chaque étape en me disant, mais en fait, quand une personne est malade, qu'est-ce qui est attaqué? C'est ses 5 sens. Quand une femme est enceinte, elle va commencer à aimer des choses qu'elle n'aimait pas, ses 5 sens sont attaqués. La mécanique de la grossesse change le souffle, la mécanique de la maladie change le souffle. Et en fait, la grossesse est un état de joie, certes, mais qui nous invite à explorer tous nos processus, en fait. Et ça, c'est juste énorme. Et parce que la matrice, elle est nourrie, mais elle nourrit en montrant, on parle sur le premier trimestre des nausées, mais non, les nausées c'est génial, on vit enfin une émotion, celle du dégoût, et l'émotion du dégoût va être hyper présente dans l'endométriose, c'est juste, et ça, mais en fait on n'en parle pas. Donc comment voulez-vous que je commence à raconter ma petite vie avec mes choses, mes délires que je fais depuis des années? Et donc je l'ai fait à Angers, et je l'ai fait à Angers après avoir fait à Angers en juillet un stage avec Serge et Catherine où j'ai fait une décharge émotionnelle énorme, mais j'ai tremblé, crié, mais c'est un truc improbable sur une posture juste de yoga, hein, c'est pour ça, donc je vais revenir aussi sur ce truc de yoga, je regarde là. Et donc pour moi, la douleur, donc yoga et douleur chronique, j'ai donné ce nom-là parce qu'il fallait faire le festival, parce que je me suis rendu compte que on a tous en fait, c'est pas des blessures, je sais qu'il y a un livre sur les 5 blessures, moi je parle vraiment de douleur. On a tous en nous des manques profonds
nous avons tous déjà peur du vide. Donc une femme par exemple qui est en parcours de PMA, elle va avoir énormément cette peur du vide qui va s'incarner en elle. C'est que le vide, mais c'est quoi ma place si je ne suis pas capable de transmettre? Mais d'avoir un enfant, c'est que je ne suis pas capable de transmettre, donc je ne suis pas capable d'être à ma place. Donc je ne suis pas capable d'être aimée pour ce que je suis, parce que je pousse un peu, je mets bien des guillemets. Parce qu'on est encore dans cette notion de transmission, d'identité narrative dont parle aussi Boris Cyrulnik et que vous retrouverez dans le livre dont je vous ai parlé. Et donc, cette peur du vide-là, qui est forte chez cette femme qui va à tout prix un enfant, fort, 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 et bien en fait, on va retrouver ça dans notre histoire. Ça veut dire que chacun, chacune, on a en fait des peurs profondes. Des peurs profondes qui sont liées à nos manques. Donc on a tous des manques profonds. Donc moi c'était le manque de la famille, c'était le manque de ma mère. Et en fait oui, des envies de grossesse, tout à fait. Et en fait de ces manques profonds, donc je vous invite vraiment à faire l'exercice, de ces manques profonds vont naître des douleurs. Donc moi, j'ai pas grandi avec ma mère, elle m'a abandonnée, donc je grandis pas avec elle, il y a la douleur profonde de l'abandon qui naît. Ce qui fait que dès que j'avais avant, ça c'est maintenant c'est fini, un rendez-vous avec quelqu'un ou juste un petit truc qu'on devait me donner à telle heure et que c'était pas fait à l'heure, et ben je remontais dans mon corps inconsciemment le processus que j'avais mis en place par rapport à l'abandon. Je le vivais dans mon corps. C'est là que le yoga devient hyper intéressant. Et donc derrière cette notion d'abandon que j'avais aussi le rejet, parce que on m'abandonne, mais si on m'avait abandonné, que j'étais arrivée dans une famille qui m'avait accueillie, merci Mélanie, dans une famille qui m'avait accueillie, ben, je ne me serais pas sentie rejetée. Donc du coup, j'ai créé un manque énorme lié au rejet. Et donc ma deuxième douleur profonde, c'est le rejet. Et je vous le disais tout à l'heure en début enfin, je parle de conférence d'échange que vous voulez, que quand mon ex-mari est parti, l'abandon, j'ai dit cool, ça va, mais j'avais pas imaginé que la société allait me rejeter. Elle m'a, entre guillemets, avec les maladies, avec le refus que je travaille, avec le logement. Et donc j'ai été rejetée. Et donc toute cette mémoire, exactement Nathalie, toute cette mémoire corporelle, émotionnelle, elle se réenclenchait. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, se réenclencher. Et donc c'est là que ça devient super intéressant parce que je me suis dit, mais en fait, pour casser ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais découvert déjà avec la visualisation liée aux colères. Je suis en colère de ce qui me manque, et ben je vais visualiser ce qui me manque avec un état précis. Mais comment faire quand on n'arrive pas à identifier ses manques? Ah, ça c'est tout un programme, je fais ça avec les personnes, c'est passionnant, je fais ça dans les accompagnements. Mais quand tu vas comprendre, Sandrine, tu vas pouvoir le faire. Et donc, pose-toi juste déjà la question, qu'est-ce qui m'a profondément manqué? Et tu vas trouver les douleurs qui sont en lien avec ça. Après, souvent, c'est un travail d'écriture. Je travaille beaucoup avec les mots que je fais avec les personnes. Et on trouve, hein. C'est juste... maintenant, avec l'expérience que j'ai en 10 minutes, un quart d'heure, je trouve ça avec les gens, mais c'est facile. Et donc, quand on a fini de trouver ces manques profonds, on trouve ces douleurs profondes. Et donc, yoga et douleurs chroniques. Et en fait, vos douleurs, elles vont juste se répéter. Le processus va tout le temps se répéter. Ce qui va juste changer, en fait, ça va être le thème. Donc, en gros, je vous parlais de la petite Nina qui attend sa copine au bus et sa copine en retard. Oh là là, elle m'abandonne. C'est ça qui va changer. Je vous parlais de mon ex-mari, c'est un divorce, tout le monde dit oh là là c'est la catastrophe, Nina elle divorce, pourtant elle est malade, comment elle va faire, il abandonne. Alors que moi j'ai bossé sur l'abandon et que j'atteste face à mon conjoint, mon ex-mari, il me dit bah non je ne vais pas t'abandonner. Et donc moi c'est fini. Et en fait quand je vous parlais des autres, de l'identité, de l'inconscience sociétale qu'on retrouve dans plein de textes philosophiques aussi, les autres voyaient oh, c'est la fin du monde pour Nina, mais comment elle va faire, il abandonne et tout, et nanana. Et moi en fait j'avais cassé ça en me disant mais non mais il a attesté qu'il ne m'abandonnait pas. Donc c'est hyper important parce que quand vous avez trouvé ça, en fait, vous cassez ce processus. Il arrive, mais vous comprenez qu'il est là, et du coup, eh ben, c'est pas du tout pareil. Ça n'a absolument rien à voir. Donc quand on a identifié ces peurs comme ça, on peut du coup travailler dessus. Et le titre du livre de Boris... Ah, il en a plein, mais il y a une conférence sur les traumas que tu trouveras sur internet, elle fait 1h30 où il parle d'identité narrative, c'est génial. Et Camille, je répondais à ta question du coup. Et donc, que je ne perds pas le fil de mon truc. Et comme ça, je reviens à l'endométriose, aux identités, et puis que je ne me trompe pas, hein, parce que je suis en train de vous dire.
Je regarde aussi le temps, les manques profonds. Oui. Et donc de ces manques profonds, vous allez à chaque fois revivre des processus et c'est là que ça devient intéressant et j'en parlais aujourd'hui, je vais faire le MOOC sur l'endométriose qu'a demandé le ministère. On parlait vraiment de ces côtés, de ces traumas qu'on peut vivre, on pense qu'on les a un petit peu mis de côté, mais en fait ils reviennent, mais avec des petites choses. Quand je vous disais tout à l'heure que ça peut être le bus, ça peut être par exemple, moi le rejet, ça pouvait être, quand j'ai déposé mon projet de recherche et que je suis allée, il y avait 5 étapes à passer et j'ai passé les 2-3 premières étapes et quand je me suis retrouvée devant ces 16 médecins qui étaient là et je devais présenter mon projet de recherche devant eux, il n'y avait que 2 femmes et que je me suis retrouvée en train de me dire mais mince, ils m'écoutent pas ces hommes, ils en ont rien à cirer, ils m'écoutent pas et que j'ai crié un bon coup. J'ai tellement crié parce que j'avais je me sentais rejetée par eux en fait. Et je suis sortie comme ça, j'ai fini de présenter mon truc, ils m'ont fait une remarque un peu cassante, je suis partie, en fait je suis partie, j'ai même pas écouté qu'ils étaient en train de dire qu'ils m'accompagnaient, que le CHU et toute son équipe, des professeurs de fou en fait en biostat m'accompagnaient. Et c'est une femme qui a couru pour me dire mais Nina, on t'accompagne. Et là j'étais là, mais mince, c'est incroyable, on m'a écouté, on m'a pas rejeté. Et ça, de ce fait, ça avec des toutes petites choses. Un enfant qui va vous voulez prendre un petit garçon, un enfant dans les bras, et vous, ah non, je veux pas, et là, maman, il pleure parce qu'il vous voit, et ben vous recréez dans votre corps ça. Et en fait, c'est tout le challenge dans les accompagnements de yoga thérapie et les accompagnements que je fais. Et quand je dis que la femme enceinte est un terrain fertile et génial, mais c'est que, mais attends, on capte ça, sa compréhension de ses émotions jusqu'au bout pour accompagner son enfant. Donc quand je dis yoga et douleur chronique, yoga c'est le lien, c'est la transformation. J'aurais pu aussi mettre ki, parce que ki, le chi, c'est aussi le feu. C'est cette idée de transformation par la chaleur interne qu'on va se créer. Et donc de là, pour moi, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux faire le lien avec tout ce qui a constitué mon histoire et qui du coup me permet d'aller nettoyer les samskaras, les conditionnements de mes manques. J'ai eu des manques profonds. Tout le monde a un manque profond qui est la mort. Et après, on met d'autres couches de manque. Moi, aujourd'hui, j'ai plus peur de la mort. Et quand je vous parlais de la transfusion, je leur ai dit, bah, je vais partir. J'avais même plutôt eu peur de revenir en me disant, mais si je reviens, mais je fais quoi? Je reviens de ça, mais de ce jour d'hospitalisation taré, mais qu'est-ce que je fais quoi après? Et donc, c'est vraiment ces notions-là. Je trouve mes manques, je les identifie. Et une fois que j'ai fait ce travail, là où ça devient super intéressant, c'est de se dire, je dis souvent aussi aux élèves que j'accompagne, il n'y a plus, souvent on dit, il faut cesser de s'identifier. Mais non, nos identifications nous aident. L'errance, je vous ai parlé de l'errance du diagnostic de l'endométriose, mais c'est une chance les filles. C'est juste une chance, mais là où il faut vraiment couper le truc, c'est la victimisation. Ok, c'est arrivé, mais on n'est pas que nos douleurs. On a fait des choses pendant cette errance. Et je relirai ce texte de Platon qui est hyper intéressant. On a fait des choses pendant ce temps d'errance. Et c'est de ces choses-là, du moment où le diagnostic tombe, que nous, on doit se nourrir. Et donc, réussir à avoir pris tout ce qui nous a permis de nous identifier. Quand je vous disais, ma mère qui m'a abandonnée, ma marâtre, aujourd'hui, je la remercie. Mais j'ai une telle énergie, si elle n'avait pas été là pour faire sa méchante, ok, j'en ai souffert, j'aurais pas l'humilité et tout le temps que j'ai attendu pour vous parler aujourd'hui, alors que tout ça, mais je le fais depuis longtemps, tout le temps que j'ai attendu pour me dire on va m'écouter, il y aura des personnes durant mon live pour être là, pour comprendre que moi je suis une autre sage-femme, je m'inscris dans un registre bizarre, mais que j'assume aujourd'hui, alors qu'avant c'était absolument pas le cas. Et donc c'est important de vous comprendre vos identités et d'accueillir toutes vos identités. Vous les notez toutes, enfin votre nom, faut pas chercher loin, faut pas chercher à dire ma grand-mère était. Non, vous prenez ce que vous avez, parce que souvent les gens, quand je travaille dans le transgénérationnel avec les personnes, elles me disent ah mais je connais pas ma grand-mère, mais moi non plus je connais pas ma grand-mère, mais on s'en fiche. On connaît ce qui nous sert et qui va déjà nous servir et c'est suffisant. Nos ressources sont à côté de nous. Et tous les thérapeutes que j'ai eu, tous les gens, ils sont à côté de nous. Et en fait, l'errance dont parle Platon, l'errance dont parlaient les Égyptiens quand ils ont rencontré, diagnostiqué hystéria, cette maladie de l'endométriose, cette errance, en fait, dans le yoga, on en parle aussi. Et elle a un but. Et j'en ai marre, hein. Franchement, là, c'est pour les femmes qui sont malades, j'en ai marre qu'on mette ça en avant comme si c'était une tare. Non, ça me fait mal au cœur, quoi.
Donc, tout le challenge de se réapproprier de ces identités, ce n'est pas de les fuir ou de les nuire, c'est de se dire, j'ai mes identités, ça marche pour l'endométriose et pour tout, j'ai mes identités et comment est-ce que je vais faire pour ne plus m'y attacher, mais ne pas prétendre sans m'y attacher en fait, c'est la question. Souvent on dit oui mais nos identités nous prétendent, mais non, c'est bien d'avoir un costume de sage-femme, je suis contente, c'est bien d'avoir, mais en quoi est-ce que ça nous fait travailler? Je suis devenue sage-femme, je vous expliquais ce que ça a fait travailler en moi et comment maintenant j'assume la nouvelle sage-femme que je suis, même si auprès des sages-femmes qui sont sages-femmes c'est compliqué, parce que je suis quand même bizarre. Enfin, et que même avec la famille du yoga ça a été compliqué, et donc il y a tout ce travail là qui est assez intéressant, et donc pour moi c'est ça, j'accompagne les femmes pour ça, à trouver ça, que ce soit pendant la grossesse ou des états où tout va bien ou des états de pathologie. Et donc dans ma rémission, ce qui m'a, parce que voilà, je vais essayer de clôturer avec ça, même s'il y a tellement de choses à dire. Lorsqu'on m'a opéré, on m'a demandé de revenir 4 mois après, quand on m'a bloqué là au niveau de l'hypophyse avec les GnRH. Et je suis revenue et j'ai dit au médecin qui m'a opéré, en fait non, je ne vais pas me faire opérer tout de suite, on va attendre. Donc imaginez, j'ai attendu, on m'a diagnostiqué à 33 ans, j'ai 37 ans, j'ai attendu 4 ans, ça fait 4 ans qu'on m'a opéré. Et en fait pendant ces 4 ans-là, mais c'est génial, j'ai vécu une période de errance, mais incroyable. Donc, ok, on peut mettre que ce mot-là, ok, mais cette période d'errance, en fait, m'a permis aujourd'hui de me dire, ok, maintenant on peut m'opérer. Maintenant, j'ai fait tellement de choses pendant ces 4 ans, en fait. Ok, l'alimentation, j'avais déjà changé, je suis encore un peu plus allée là, et puis je me suis rendu compte que c'était le stress émotionnel. Le deuxième mot que je vais mettre à côté des identités, ça va vraiment être aussi cette notion de synchronicité. Est-ce que j'arrive à comprendre ce que c'est la synchronicité? Moi voilà, 2007, première poussée d'endométriose, on ne sait pas trop que c'est l'endo, on ne me dit pas, mais voilà, en faisant le retour cil avec un lupus que j'allais dire la petite plaque. 2014, ça revient, on est toujours dans les 7 ans, et j'en parlais avec la naturopathe qui m'accompagne là, mais 7 ans. Et ensuite, c'est toutes les... Et je vous disais, à mes 7 ans, mon envie de mort, 14 ans, mais remonter, 14 ans, je me retrouve à faire des retraites avec des prêtres, alors que j'ai 14 ans et que j'ai rien à faire là, en fait. Et puis souvent on dit aux personnes, le côté yin-yang, ah ton père t'a manqué, mais en fait, mon père était là pour moi, parce qu'il me trimballait partout, mais il n'était pas mon père spirituel. Donc il a fallu combler ça aussi, et les synchronicités font qu'aujourd'hui, si j'arrive à parler comme ça, c'est qu'il y a des hommes qui m'ont aidé à m'incarner, et on a toujours beaucoup balisé l'aspect, il y a beaucoup de sororité qui naît, je suis contente de ça, ça aide énormément, mais quand les femmes sont hystériques, elles ont besoin d'hommes parce qu'elles ont la force, elles ont une telle force que si on ne les canalise pas, c'est ça l'utérus, c'est de ça que parle Platon, en fait vous partez en cacahuète quoi. Et donc quand on me dit ah mais comment je peux faire, par exemple j'ai envie d'être enceinte, j'ai l'endométriose, mais est-ce qu'il y a de la chaleur humaine masculine autour de toi? Première question, est-ce que on te touche, on te prend dans les bras? Est-ce que tes thérapeutes, c'est des hommes qui incarnent le rocher, qui sont là, bam, quoi? C'est tout con, hein? C'est des femmes, l'endométriose, c'est la mère des maladies, mais c'est puissant, quoi. Et aujourd'hui, j'ai été de ces 4 ans, entre mon lupus qui est arrivé, la poussée de lupus, et ensuite j'avais pas compris le premier message, arrête de résister, parce que le auto-immune, je fais des anticorps contre mon corps, arrête de résister, je refais une poussée d'endométriose derrière, mais tu n'as toujours pas compris. Et en fait j'ai dit ok, je vais errer, et là voilà, des festivals, des trucs, j'ai fait plein de choses. Et puis quand je me dis, finalement j'ai arrêté ma contraception, mais pareil c'est par palier tout ça, c'est des accompagnements, c'est par palier parce que vous avez compris des choses dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup d'opérations post-op où les femmes se retrouvent avec des grosses douleurs chroniques, parce que opérer quelqu'un c'est pas rien, vous savez, Shavasana, je travaille beaucoup ça avec les femmes qui se font opérer, parce que Shavasana c'est la posture de yoga où on devient un petit peu comme un cadavre, et quand on opère une femme, si elle n'a pas bossé sur son Shavasana, l'acceptation de l'ouverture à ce qui est, l'opération c'est compliqué, le corps est crispé, et ça va pas, ça passe pas en fait, et donc il y a des petits outils comme ça qui sont intéressants, et la notion de yoga, je fais de l'acupuncture mais le yoga devient très intéressant parce que on peut utiliser le yoga
pour ressentir tout le bien-être que ça nous fait. Et on peut aussi... merci. Mais on peut aussi... merci Nathalie. Mais on peut aussi faire le yoga pour transformer quelque chose. Un de mes profs de yoga, j'ai 2 profs de yoga qui s'appellent Philippe, un de mes profs de yoga qui s'appelle Philippe, quand j'ai fait plus de 25 interviews sur la douleur, quand j'ai découvert ce truc entre la douleur des personnes malades ou qui pètent en pleurs avec le burn-out, tout ce que vous voulez, ou l'obésité, tout ça, et le parallèle avec les femmes enceintes, je me suis dit c'est incroyable, il y a un truc bizarre. J'ai commencé à faire plein d'interviews, donc j'ai interviewé plus de 25 personnes, et donc j'ai interviewé des profs de yoga, des pharmaciens, des enfants, tout ça machin. Et je disais à mon prof de yoga Philippe, je lui dis mais en fait c'est quoi pour toi la douleur? Et il me disait ne me parle pas de douleur, parle-moi plutôt de l'odeur de ma douleur qui va me faire comprendre mes peurs. Ah mais waouh, l'odeur de ma douleur qui va me faire comprendre mes peurs. On revient encore dans ce que je vous disais en début là d'échange, c'est qu'est-ce que tu sens tellement que tu ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et l'intuition s'incarne dans le corps. Et l'hystéria, ça a dépassé tellement de médecins, cette maladie de l'utérus que on a besoin qu'on nous contienne, quoi. C'est le contenant, donc toutes les pratiques de yoga vont aller chercher ça, et avec tout ce travail émotionnel fort et profond qui est lié à cette notion d'identité. Voilà, donc je suis devenue sage-femme grâce à mon endométriose et je suis devenue cette fille un peu comme ça aussi grâce à ça. Donc je vais prendre vos questions si vous en avez, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Vendredi, il y a c'est encore un de mes délires, mais je suis contente que les filles aient accepté. On sera 12 comptes Instagram, donc si vous avez des personnes qui sont malades, partagez-leur. On va vraiment essayer de faire une roue comme ça, un live c'est moi qui vais l'animer, où on sera 12 à donner, elles vont parler chacune 10 minutes, cette compréhension de l'endométriose et comment est-ce que ça leur a permis d'aller créer un compte Instagram, qu'est-ce qu'elles souhaitent partager. Et je pense que c'est vraiment important de porter cette voix-là. Et je suis contente, même si j'ai beaucoup erré aussi dans le milieu, j'ai fait beaucoup de choses pour qu'on m'écoute à l'hôpital et que ça rentre, le yoga thérapeutique avec le projet de recherche et tout ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, mon nom ressort avec des grands médecins pour monter ce MOOC qui va sortir l'année prochaine et me dire mince, je suis là, enfin, ils sont venus me chercher. Mais waouh, c'est énorme, longtemps après, quoi. Et quand je parle de synchronicité et que je travaille aujourd'hui en médecine interne, j'ai un lupus et je suis en médecine interne, donc quand Béatrice est morte, je me suis dit mais j'ai quelque chose aussi à faire là, sans forcer. Et en fait, ça fait des années que je travaille avec eux pour accompagner des personnes qui ont lupus systémique aussi et leur reparler de la fatigue, parce que c'était une des questions qui revenait. Je pense que je referai un live spécial pour parler de la fatigue et tout ça, mais la fatigue psychique, elle est énorme, et cette fatigue liée au manque, en fait, est juste un truc fou. Tout ce qui nous a manqué va refaire surface, d'autant plus que quand on a un enfant, et dès qu'on voit qu'il a, surtout les mères, ces mères qui ont l'endométriose, on a un rapport particulier avec nos enfants, et dès qu'on sent qu'il y a un manque qu'on a eu nous qui sont en train de vivre, ça nous prend au trip, ça nous incarne, ça nous incarne, c'est fort, quoi. Donc voilà, je vais prendre vos questions, vous pouvez mettre dans la petite boîte à questions là où il y a le point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, donc je me fais réopérer parce qu'en fait au bout de 4 ans tout s'est bien stabilisé, j'ai arrêté ma pilule vraiment par palier avec l'évolution, j'ai testé et mes règles sont venues en fait, j'étais là à travailler, rien, je me suis retrouvée à me dire oh, je suis mouillée, mais en fait j'avais le sang qui coulait, j'ai absolument plus de douleur. Je suis passée de 10 grammes d'hémoglobine que j'étais petite à maintenant j'ai 13 grammes, le truc que j'avais jamais eu de ma vie. Même si j'ai été transfusée, ça c'était assez particulier pour moi parce que c'est un cadeau, il y a le sang de quelqu'un d'autre qui circule à travers nous. Donc aujourd'hui voilà, l'IRM, les NIC, ECO, enfin c'est bien. Mais ce qui reste en fait, c'est que la maladie a créé l'endométriose, en fait ça crée une inflammation, ça colle les tissus et ça fait ce qu'on appelle des adhérences. Et ces adhérences vont aller coller des organes. Donc moi j'ai l'utérus qui est collé, l'endométriose, enfin derrière les ovaires qui sont collés, derrière l'utérus et les intestins avec. Donc ça colle tout ça. Et du coup ça ne bouge plus bien, mais ça bouge puisque je fais du yoga, mais je fais du yoga de feignasse, mes élèves vous diront.
Je n'ai pas une grosse pratique, je suis pas une grosse pratiquante de yoga, mais par contre, toutes les 1h30 à peu près, toutes les 2 heures, je vais m'étirer, je vais respirer. Je n'ai plus la pratique sportive que j'avais avant, mais par contre, voilà, vous voyez, là, j'ai mon vélo que j'ai acheté, je vais pratiquer pour transpirer. C'est clairement ça, je pratique pour transpirer et je pratique le yoga pour récupérer ma respiration et créer l'espace dans une zone de tension. Donc en général, j'ai une pratique une bonne fois par semaine, ou quand je peux, c'est 2 fois par semaine, une pratique de 1h15, 1h20. Et moi, toute seule, c'est des petites pratiques de 5 minutes par-ci par-là, ou un quart d'heure. Donc, vous voyez, c'est accessible. C'est absolument pas compliqué. Ce qui va changer, c'est l'espace que vous faites. Quand vous créez l'espace avec le yoga, là où vous devenez balèze, en fait, oui, j'ai des postures à 2 balles. Quand vous faites le yoga, là où vous devenez balèze, c'est dans la transformation de l'espace. Tout se joue là en fait. On peut faire du yoga toute sa vie et pas capter grand chose parce qu'on nous a peut-être pas éclairé et qu'on pense qu'on a compris. Et comme on peut faire du yoga très peu, comme une feignasse, et ça suffit déjà pour faire, vous voyez tout ce que je fais, travailler avec la fac de sport, avec Decathlon, la faculté des sages-femmes, je suis contente aussi, je vais enseigner là-bas. Et puis, toutes ces choses, donc c'est important. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi de me faire opérer alors que je peux rester comme ça, parce qu'il faut redonner de la mobilité à mes organes. Je vous disais que le yoga, c'est le lien, yoga et douleur chronique, c'est comment est-ce que je crée du lien. Je suis quelqu'un la notion de clanisme est importante pour moi, parce que ça m'a redonné une famille énorme. J'aime les gens, mais pas j'aime les gens pour les booster, mais avec leurs mots à eux. Et du coup, il faut qu'on redonne de la mobilité, du lien à mes organes, parce que c'est un petit peu comme si j'ai préparé un petit feu de paille, vous savez. Le feu de paille est prêt, et il suffit que j'ai une poussée émotionnelle, parce que j'en sais rien, que quelque chose se passe, que j'ai une poussée émotionnelle, pour que, comme j'ai fait avec mon lupus, pour que ça flambe, et là, en fait, ça part partout. Et en fait, je peux plus rien faire. Donc aujourd'hui, on a choisi avec le professeur qui me suit à Jeanne de Flandre d'ouvrir, d'aller redonner de la mobilité. Donc c'est pas que je ne flippe pas, parce qu'on va quand même aller couper des trucs qui se sont attachés. Et il y a du coup une préparation énorme que j'ai commencé à mettre en place avec des thérapeutes, mes thérapeutes, parce que j'ai créé mon cadre de soins. Quand on a l'endométriose, une maladie chronique, c'est important de vous créer un cadre de soins. Parce que le stress émotionnel, c'est plus... Moi aussi, je vous aime, le plus pire de tous. Donc, j'ai mon cadre de soins qui a commencé là depuis 2 mois. Je suis tac dessus avec les thérapeutes. On évalue tout. J'ai une masseuse à domicile qui vient et elle me masse, en fait. Et elle commence... elle masse la différentes parties de mon cycle. Donc, elle masse la première partie du cycle, deuxième partie du cycle. Et puis, moi, j'incarne dans mon corps son toucher. Parce que quand je vais revenir, en fait, c'est elle qui va me retoucher pour me remasser. Bon, il y a aussi mon chéri, mais lui, il aura un peu plus peur. Je pense qu'il aura les fils, mais elle va me retoucher. Et du coup, elle va redonner cet élan à mon corps de dire, mais reviens, tu es là. Elle va me réincarner. Et puis voilà, j'ai mon ostéo, j'ai une ostéo kiné qui est un homme, et j'ai une ostéopathe qui est une femme. On est déjà rentré aussi dans cet accompagnement. J'ai une naturopathe qui est philosophe. Donc elle est géniale, ma naturopathe, elle est philosophe parce que du coup on réfléchit à... Je travaille dans le Shavasana, comment est-ce que je vais faire pour laisser mon corps s'ouvrir. Et puis j'ai appelé mon prof de yoga qui m'accompagne aussi pour me créer, voir avec lui pour ma routine par rapport à mon profil, pour quitter justement de thérapeute et accompagner. Donc voilà, l'opération c'est en janvier, je suis en mode ok, et j'ai choisi aussi de faire une ligature de trompe en août. Et depuis août, en fait, je passe par toutes les phases. Oh, j'aurais plus d'enfants, oh, comment ça va se passer? Donc c'est génial parce que c'est trop rigolo. Parce que depuis août, chaque fois que je fais des soins, dans le thème de mon mois, de mon cycle, je suis perturbée par ça. Et ben, je vais rencontrer une femme qui a un thème qui est cohérent avec ce que je suis en train de traverser. Soit parce que je me dis c'est bon, t'as déjà des enfants, les enfants de la terre sont les tiens. Et je vois une femme qui me dit la même chose et voilà, ça joue beaucoup. Donc je vais prendre vos petites questions, si vous en avez, mettez-les dans la boîte à questions et comme ça je vais vous répondre. Donc pour celles qui me parlaient de fertilité et de accroître les chances, en fait c'est beaucoup de toucher. Il faut vous faire masser, réfléchissez à vos manques, si c'est souvent dit, je m'entends bien avec ma mère, mais est-ce que la mère était tellement trop présente que vous n'avez pas réussi à vous créer une identité spirituelle et que c'est elle qui a pris tout le pas? Donc il y a aussi à réfléchir dessus. Et puis oui, la pratique de yoga pour créer un espace et transformer. Donc allez rencontrer les gens que vous détestez. Moi ça a marché et ça marche avec les élèves, les femmes que j'accompagne. Je travaille avec elles
Qui est-ce que tu détestes dans ton entourage? Et donc, quand elles vont me dire, je vais leur dire maintenant, tu vas pratiquer ça, ta petite pratique de yoga, et tu vas aller rencontrer ces gens que tu détestes et voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de toi. Maintenant, tu as créé l'espace pour aller les voir, vous savez. C'est un petit peu bizarre, mais c'est aussi très efficace ça, comme approche dans les accompagnements. Voilà, je prends vos questions s'il y en a. Et alors, tac. Endofertilité, des petites astuces pour optimiser. Oui, donc oui. Alors pour optimiser, ça va être beaucoup le toucher qui va aider. C'est vraiment d'aller. Il faut qu'on te touche énormément, qu'on te masse et que tu crées l'ancrage comme tu vas vers la parentalité, que tu te rapproches des hommes qui t'ont porté dans ton histoire en fait. Et ça va aussi, ça va pas mal t'aider. Alors. Et après, tout ce qu'on fait déjà dans les accompagnements, ça va aussi beaucoup marcher. Donc, comment aider son ami pendant les crises? Quand on a une amie qui fait les crises, il y a deux choses qui peuvent se passer quand on a l'endométriose. Comme l'endométriose, c'est une maladie qui nous met hors de nous, hein, je vous lisais les phrases de Platon, ça nous pousse à sortir de notre état, ça nous angoisse, ça crée des choses. C'est un animal féroce qu'il faut aller maîtriser à l'intérieur de soi, d'où cette hypersensibilité. Et... c'est très important quand on a une amie qui a mal de savoir où est-ce qu'elle se positionne. Si on est une amie qui a encore tous ces manques, parce qu'elles le disent, hein, oh moi tu vois, tout ça m'est toujours arrivé, j'ai jamais eu ça, et quand elles se plaignent, vous accompagnez-la à pousser la plainte, elles vont pousser la plainte, mais moi j'ai toujours ça, elles vont pousser la plainte, et en fait de leur plainte, vous allez sentir en fait le manque qui est en train d'immerger, le manque profond. Et en fait de ce manque profond, vous allez savoir si votre amie est dans la victimisation de sa pathologie. Ça veut dire qu'en fait, elle a juste envie de se plonger dans l'identité de sa pathologie. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'identité, on en a besoin. Maintenant, pour s'en détacher, c'est un autre challenge. Et bah, si elle est dans la victimisation, vous ne pouvez pas l'aider à part l'écouter. Vous allez lui proposer tout ce que vous voudrez, va voir un tel, nanana. Bah, en fait, elle ne le fera pas. Donc, parce qu'elle est dans l'identité de sa maladie et donc dans une forme de victimisation qui va l'aider jusqu'à un moment où elle aura choisi de partir de ça. Est-ce que le manque des parents pendant l'enfance peut être une cause? Moi, c'est plutôt infertilité. Oui, tout à fait. Tes parents t'ont manqué. Tu vois, Valérie, ils t'ont manqué. Ils ont créé en toi un manque qui est une douleur profonde. C'est ce que j'expliquais avec pourquoi je dis yoga et douleur chronique. Mais maintenant, toi, tu dois identifier ce manque. Est-ce que ce manque-là... moi, je sais pas si c'est la famille, tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé, méditer sur la famille, c'est quoi pour moi la famille? Parce que j'ai eu du mal à trouver une famille au début dans le monde du yoga, j'ai eu du mal à trouver une famille en tant que sage-femme, j'ai eu du mal à trouver une famille, tu vois, il faut que tu essaies de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça a blessé profondément à l'intérieur de toi en te servant de ta vie d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu es aujourd'hui au boulot, avec ton compagnon, avec tes copines? Est-ce que tu es dans la possessivité? Comment est-ce que tu es? Et en fait, de là, tu vas pouvoir identifier quel est ton manque à toi. Pas te dire que c'est l'abandon, parce que c'est pas forcément l'abandon, d'accord? Donc voilà. Oui, donc c'est bien ce que je dis, tu vois, toi c'est pas l'abandon ton truc. Ils étaient restaurateurs, ils travaillaient, donc tu n'es pas dans un processus d'abandon comme moi j'ai pu l'être. Donc c'est très important d'aller explorer c'est quoi ton manque en fait profond. La référence de Boris Cyrulnik, il a plein de livres, il y en a un qui s'appelle Sauve-toi, tu vas taper, il raconte aussi, il y a son livre où il raconte son histoire qui est assez intéressante, et il y a une conférence en fait où tu trouves sur YouTube, elle est maintenant disponible en fait, elle est très intéressante sur l'identité. Des poussées de lupus sont possibles en cours de grossesse. En cours de grossesse, en général, non. Par contre, si tu as une poussée de lupus pendant ta grossesse, Nathalie, c'est qu'il y a quand même une résistance qui est en train de se passer. Je vous parlais de ce mot résistance et on va le retrouver dans les deux phases du cycle. Et je travaille beaucoup ça avec l'endométriose et même dans les ménopauses. Est-ce que tu es en état de résistance? Et dans ce cas-là, tu es en train de lutter contre toi, enfin, ce qui se passe. Peut-être parce que tu as justement une de tes douleurs profondes, il y a un manque qui refait surface et qui te fait peur. Donc je reviens encore sur cette histoire de l'odeur de ma douleur profonde.
Comment réduire la prolifération au niveau des adhérences? Alors les adhérences, c'est lié justement à un processus inflammatoire. Il y a trop un excès de prostaglandine par exemple, ça va favoriser ça. Mais les adhérences, elles vont aussi venir parce qu'on est dans un état où l'inflammation est favorisée. Donc c'est pour ça que tout ce qui est technique anti-inflammatoire, les approches par le yoga, la sophro, les approches... mais la sophro c'est bien, mais c'est bien de travailler des choses qui vous ramènent au corps. Je vous parlais tout à l'heure, les femmes qui ont l'endométriose ont besoin de se sentir incarnées parce que c'est une boule d'énergie, hein, c'est en feu la maladie. Donc si vous êtes mollasse comme ça, machin, tout ça, eh ben, ça va pas aller. Donc il faut trouver une pratique physique un peu sportive qui va travailler sur le hara qui est là en bas, réactiver les hormones avec l'émonctoire principal qui est la sueur, travailler sur le toucher énormément. Et en fait, si les adhérences sont installées, c'est ce que je racontais avec mon histoire, on ne peut plus trop les enlever. Donc moi, la poussée émotionnelle a fait que les adhérences restent. Là, j'ai pu enlever les endométriomes, mais je ne peux pas les enlever. Donc là, il faut les opérer. Après, l'idée, c'est qu'une fois que c'est nettoyé, que moi, que je n'en ai plus. Mais il faut savoir que nos maladies sont aussi là pour nous permettre d'évoluer dans notre chemin spirituel. J'aurais pas eu toutes mes pathologies qu'aujourd'hui je ne me retrouverais pas avec 40 femmes enceintes dans une file active à accompagner alors qu'il y a un confinement et à refuser des clientèles. Donc c'est aussi une autre notion. Donc quand on évolue aussi dans son chemin spirituel, aujourd'hui moi j'ai beaucoup souffert aussi de l'abondance. C'était compliqué pour moi quand je voyais que mes cours étaient complets, que les ateliers étaient complets, qu'il y avait des listes d'attente 6 mois avant. Je pleurais, mais beaucoup, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour mettre tous ces gens? Je vais faire comment, là, les demandes de consultation, ça me stressait. Et donc oui, je fais beaucoup de live pour vous passer des mots, pour que je me dis, il y a peut-être des gens qui ont juste besoin d'écouter ce que je dis et que ça va créer le déclic, hein. C'est un peu ce qui s'est passé à Angers. J'ai fait la conférence, il y avait des personnes qui avaient mal depuis des mois, depuis 2 ans, ou depuis une semaine, qui ont pleuré parce que j'ai refait un parallèle avec plein de choses, avec la maternité, et ça a suffi. Ils m'ont dit, j'ai plus mal, quoi. J'ai pleuré aussi énormément, mais c'est important quand on évolue. Après, on arrive vers peut-être une forme, oui, c'est une résilience, et après, on arrive aussi vers l'abondance, et des fois, on a du mal à accepter l'abondance parce qu'on ne sait pas accueillir. Donc, c'est toute une histoire, toute une histoire, toute une histoire. Oula, j'avais pas vu qu'il y avait plein de questions. Bonjour, je ne pourrai pas regarder. Oui, il sera en replay, comme les autres. Je vais le mettre là tout de suite. Comment gérer les crises de douleur et de fatigue? Alors, il faut apprendre à être une grosse feignasse. Il faut apprendre à être vraiment feignante. Quand je dis feignante, et séquencer sa journée. La journée des gens fait qu'on nous dit il faut travailler de 8 à machin. Ben non, on n'est pas toutes comme ça. Moi, je fais plein de choses parce que je peux être au repos par exemple de 16h à 18h. Je ne fais rien de 13h. Souvent, je mange et en fait, je ne fais rien. Je coupe tout. Et après, je redeviens productive et après, je coupe tout. Et ensuite, je travaille beaucoup en fonction de mon cycle. Donc, quand, par exemple, les patientes vont me demander des rendez-vous de consultation, j'ai le profil de la patiente, elle m'a envoyé son questionnaire et en fait, je vais dire, mais non, toi, je peux pas te voir là parce que non, je sais bien que c'est pas possible, tu vois. Après, c'est un petit luxe, mais c'est comme ça. Et puis, donc les fatigues, il faut savoir que notre cycle de température change toutes les 1h30. Donc, il faut que toutes les 1h30, tu fasses un petit peu la feignasse comme moi. Donc, moi, je coupe tout. Je ferme les yeux. Je fais des petites respirations ou des étirements ciblés quand je connais les zones de mon corps. Donc, j'ai une fibromyalgie, j'en ai pas parlé, mais ça aussi, c'est une maladie qui m'a aidée à comprendre toute la notion le sentiment de trahison qui pouvait se cacher derrière le rejet. Donc c'est vraiment d'identifier tes phases de crise de fatigue et de savoir qu'on a des fatigues qui sont physiologiques, qui sont liées à notre cycle et que tu peux justement les avoir. Pour discuter avec moi, je le fais là, donc j'espère que ça ira. Je réponds à toutes vos questions ici. J'essaye de tout brasser. Après, que penses-tu des TSH, des THS en traitement de l'endo? Je suis sous litanie depuis 1 an et demi, mais je suis très sceptique. Alors oui, le traitement de l'endométriose, ça c'est très intéressant, je referai des petites pauses dessus. Il faut savoir que quand une personne a un cancer, elle va pas dire ah ben non, je veux pas prendre mon traitement de cancer, je vais faire que l'alimentation anti-inflammatoire, ça va aller. L'endométriose entraîne beaucoup de maladies. Platon le disait déjà, il avait pas tort, on ne veut pas trop alarmer la population avec, mais en général, vous allez voir qu'autour de vous, une endo girl, une fille qui a l'endométriose, trimballe souvent avec elle une maladie
une maladie auto-immune à côté. Et oui, parce que le système hormonal, le système immunitaire est complètement bouleversé, donc ça facilite d'autres pathologies. Donc quand on a l'endométriose qui se comporte pas comme une tumeur cancéreuse, mais un peu comme une tumeur parce qu'elle crée des petits bébés qui se baladent un peu partout, il faut prendre son traitement. On prend son traitement parce qu'on est en poussée, parce que la maladie flambe, et quand on met son traitement en place, et ben on met toutes les autres choses à côté. On va enlever tout ce qui va favoriser le terrain de douleur, d'inflammation, donc l'alimentation anti-inflammatoire, le travail énorme sur les émotions. Pour moi, c'est 70% du travail quand même, parce que vous pouvez très bien contrôler votre alimentation, ça va marcher, mais il vous suffira d'une petite étincelle émotionnelle qu'on vous dise on vous quitte, ou on vous dise que votre travail est mal fait alors que vous êtes à fond dedans, et ben vous retombez rapidement sur vos travers. Donc c'est important de travailler sur ses émotions, sur son alimentation aussi bien sûr. Et puis quand vous prenez vos traitements, vous le prenez, tu vois là en 1 an et demi par exemple Sandrine, moi je l'ai pris comme ça, j'ai pris aussi sur 1 an, donc au début j'avais la GnRH 4 mois, ensuite on m'a passé sur Luthéran, donc j'ai pris Luthéran, on m'a mis d'abord 15 mg que j'ai vite diminué au bout de 3 mois, je suis passée rapidement à 10, après j'ai diminué, je suis passée à 5, et ensuite je suis passée à 5 mg que la deuxième partie de mon cycle pour ne pas avoir les règles, et ensuite j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Donc c'est une aide, mais c'est par palier, et les paliers je les observais, donc quand je descendais un palier, j'essayais d'observer ce qui se passait. Donc l'observation de Rashtar en yoga est hyper importante. Beaucoup de filles qui ont l'endométriose, on vous a dit que c'est une maladie d'errance. Je suis contente que Platon ait utilisé ce mot, je suis contente que ce mot revienne dans la description de la pathologie, mais beaucoup d'endo-girls font de l'errance. J'en vois plein qui ont essayé 10 000 trucs. Et quand je leur demande ce qui a marché, elles savent pas. Elles savent pas parce qu'elles n'ont pas créé l'espace suffisant pour comprendre leur histoire en fait. Et c'est ça qui est important, c'est cette compréhension. Voilà, je pense que oui, il y a plein d'infusions et de plantes, je pourrais vous les donner. Le fibrome, c'est 2 processus différents, mais c'est souvent aussi en lien avec cette notion d'énergie de la matrice. Hein. Quel médecin te suit à Jeanne de Flandre? Bon, je vais pas trop donner les noms, j'ai pas trop le droit, mais je te le mettrai en privé. Mais ils sont pas 10 000, hein, et voilà, il faut prendre celui qui te conviendra. Ils sont top à Jeanne, donc c'est un lieu de référence, donc il y a vraiment pas de souci pour ça. Voilà, ben je pense que j'ai tout dit. Je regardais vos petites questions. En tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez absolument pas à partager pour vendredi dans vos comptes. J'ai mis le post. Oui, le yoga des feignasses, ça muscle. Moi, je suis adepte et ça marche trop bien. Je pense qu'il y a mes élèves qui sont là, elles me diront que ça marche. Le propre des gens profonds, c'est qu'ils rient avec leur truc de 2 balles, ça aurait toujours du sens de la place. Oui, c'est vrai, ça marche trop les... Ah, merci, ouais. Voilà, n'hésitez pas, si je peux répondre encore à une question, je le fais, je regarde... je vérifie que j'ai rien oublié, je vais vous lire... L'endométriose est un signe du rejet de la maternité, c'est un peu fort, mais c'est pas que tu rejettes la maternité, c'est ton histoire. Et je vous disais, je vous parlais de Nina Calo, dans le transgénérationnel, c'est notre histoire en fait. Il y a des choses qu'on nous transmet qui font partie de notre identité, et quand on les a compris avec le peu d'identité qu'on a, en fait, on peut aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Oui, tu peux le remercier. Il faut apprendre à comprendre cette errance pour l'utiliser et ne plus la subir. Tout à fait. C'est un gros challenge, mais c'est bien que ce mot soit mis et qu'il fasse partie de l'accompagnement. Oui. Ouais, tu t'éloignes d'eux pour... Exactement. C'est un processus qu'on fait justement, l'abandon. On se fait soi-même abandonner et... Ouais. Il y avait d'autres trucs, mais je pense que je referai un autre live pour vous en parler. Et profitez bien des zones de transition. Quand on a une maladie comme ça, on est dans une zone de transition et elle est super intéressante et elle nous fait énormément avancer. Je vous disais que j'ai mon premier cours de yoga, c'était avec une sage-femme alors que j'étais en congé grave maladie, c'était en associatif. Mais ça m'a permis de vivre ma zone de transition pour aller chercher dans toutes mes identités. Et quand mon lupus est apparu, je n'étais pas allée au Cameroun depuis des années. J'ai eu le besoin d'y retourner parce que je ne me sentais pas... j'avais peur de ne pas être à ma place.
Et j'y suis retournée, et je raconterai ça un autre jour, mais quand je suis retournée au Cameroun, je voulais aller voir un guérisseur aussi, en me disant peut-être que parce qu'on soigne aussi beaucoup là-bas avec les plantes, hein, l'hysope qu'on retrouve ici, on utilise beaucoup ça en Afrique. Et je suis retournée, mais bon, il n'y avait rien de spécial. Et j'ai juste vu une personne, c'était rigolo, c'était quand même au Cameroun. Il était allé en Inde, il faisait des méditations avec des chants. Et il était allé en Inde. Et je me dis, c'est fou, je vais au Cameroun, ça fait des années que j'étais pas allée. Et je tombe sur une personne qui est allée en Inde. Et me dire, mais mince, ça me ramène encore à cet outil qui est le yoga, de me dire, mais en fait, je suis à ma place de ça, en fait. Et quand je parle de synchronicité, c'est ça, dans cette douleur profonde que vous avez dans vos identités, des choses vont vous ramener à votre identité que vous êtes en train de fuir, donc chopez-les, c'est précieux, c'est hyper légitime. Et c'est canon, quoi. Donc revenons à ces hommes. Je parlais de Dr Samson qui a donné ce nom d'endométriose en 1921. Revenons vraiment à tous ces éléments-là. Et voilà. Donc merci d'avoir été là, tous. D'avoir tenu tout ce temps. Je pense que je vais vous laisser aller dormir. Peut-on dire que Attends, une bonne question. Peut-on dire que pour identifier ces manques, on peut déjà identifier les émotions qui les accompagnent? C'est parfois plus accessible dans un premier temps. Alors, c'est une très bonne question, Nathalie. Le souci, c'est que beaucoup de personnes se sont détachées de leurs émotions. Et comme on sait, les émotions, nos pensées peuvent créer des émotions. Donc ça, c'est important, c'est très important ta question, c'est très intéressant. Nos pensées peuvent créer des émotions, donc on ne peut pas que s'attacher à cette notion de dire je suis là et je vis avec mes émotions et je vais y arriver. C'est en fait ce qu'on fait en thérapie brève. On apprend aux personnes, l'émotion elle est là, je respire, mais en fait ça s'appelle de la première gestion de l'émotion. Mais la gestion de l'émotion, elle est plus profonde et c'est en ça que ça devient intéressant et que cette notion de yoga schema, de dire du chi dans la médecine traditionnelle, de transformer, c'est d'aller plus loin. Si j'ai envie que mon riz cuise, bah, je vais pas le pré-cuire, je vais le cuire. Donc je vais aller un peu plus loin. Et donc, quand tu pars de tes manques, et ben, tu comprends toutes tes douleurs, tu comprends tes douleurs d'où elles viennent. Et tu vas te rendre compte que le simple fait que tu sois à la caisse et que quelqu'un t'ait juste dit un mot ou regardé ou pris ce que tu voulais prendre, en fait, ça crée en toi quelque chose qui crée une sensation dans ton corps. Et du coup, de cette sensation de ton corps, soit tu fais genre, c'est bon, je gère, première couche, et rien ne se passe, soit tu te dis, ah ok, là j'étais en train de vivre un rejet, j'étais en train de vivre un sacrifice. C'est aussi ça la notion de sacrifice. J'étais en train de vivre ça. Et du coup, tu comprends autre chose et tu comprends comment toi-même tu enclenches tes émotions. Et je vais pousser le vice dans les accompagnements que je fais. Je fais des méditations dynamiques avec les femmes où on va travailler sur quand on a trouvé le mot, quand on a trouvé le manque, la douleur de leur histoire, elles vont aller voir des thérapeutes et je vais leur faire travailler sur les décharges émotionnelles. Et on en parle, ces gens qui vont, quand on fait un soin et qu'on nous masse et qu'en fait on part en live comme ça, on fait des sorties de corps, et ben moi j'accompagne ça parce que c'est des décharges émotionnelles et on voit les animaux qui s'ébrouent quand ils sont sortis d'un truc et on retrouve ça dans le soin. Donc c'est nous qui devons ouvrir la porte émotionnelle pour que le thérapeute nous soigne. Et ça c'est pareil, c'est un art dans le soin. Enfin c'est quelque chose que j'ai aussi découvert avec tous mes trucs et que maintenant oui, de faire ça aux élèves et de voir que quand elles reviennent, me dire waouh, enfin j'ai pleuré, c'était incroyable. Mais oui, parce qu'on peut enseigner ça et c'est ça que moi je préfère enseigner en tout cas. Voilà, donc c'était une question très très intéressante. Je vais vous laisser dormir. Merci d'avoir été là, d'avoir tenu, parce qu'on a fait quand même plus d'1h15 de conférence. Et puis à vendredi. Et plein d'amour à toutes les personnes qui ont cette maladie. Et merci à Platon pour ces belles paroles. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Et n'hésitez pas. Merci du fond de cœur aussi. De Montpellier, c'est très touchant. Voilà, je vais juste clôturer en lisant ces mots de Platon. Chez les femmes, ce qu'on appelle matrice ou utérus est un animal au-dedans d'elles qui a l'appétit de faire des enfants. Et lorsque malgré l'âge propice, il reste encore tant sans fruits, il s'y implante, il s'impatiente et il supporte mal cet état. Alors il erre partout dans le corps. Il erre partout dans le corps
Il obstrue le passage du souffle, la place de la respiration. Respirer dans le bas du ventre. Il interdit la respiration, la naissance, la dilatation. Jette des angoisses extrêmes et provoque d'autres maladies de toutes sortes. Ouais, voilà. Des bisous et bonne nuit, à très bientôt, à vendredi si vous pouvez, je vous embrasse. Merci.